Alors nous accueillons maintenant Christian Grappin et Marc Labbaye. Alors pour présenter le premier, Christian Grappin est directeur de Tremplin Entreprise, une association créée avec le soutien d'entreprise pour jouer un rôle d'interface entre l'étudiant ou l'apprenti et l'entreprise, notamment en matière de conseil et d'accompagnement. Et puis nous accueillons Marc Labbaye de l'ADAPT. L'ADAPT, qu'est-ce que c'est? C'est l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Alors ma première question sera pour vous, Marc Labbaye. On a parlé de différentes situations là, aujourd'hui, et je voulais savoir un petit peu comment ça se passait en entreprise. Est-ce que les employeurs ont un rôle à jouer sur cette thématique de l'accessibilité, donc voilà, peut-être plus particulièrement numérique? Alors effectivement, votre question est intéressante. Les managers, notamment, ont particulièrement un rôle à jouer. Enfin, je crois que dans l'entreprise, il y a finalement trois volets qui interviennent. Il y a tout d'abord les ressources humaines qui ont cette volonté en fait d'ouvrir à la personne handicapée. Il y a ensuite sur le terrain les managers qui vont, et ce sont je pense les personnes qui vont avoir un rôle le plus important parce qu'ils vont accompagner la personne, et ils vont s'adapter à la personne pour pouvoir comprendre comment elle fonctionne, quel est son mode de travail, pour qu'elle puisse effectuer toutes les tâches qu'elle doit réaliser. Et puis il faut bien sûr que pour que tout ça soit pérenne, tout ça soit pérennisé dans le temps, il faut que ça soit soutenu par la direction de l'entreprise. Alors, je crois savoir que les entreprises ont une obligation d'emploi, donc en fonction de leur taille, elles ont vocation en fait à accueillir 6% de collaborateurs en situation de handicap. Donc là, ça favorise notamment le recrutement, l'intégration. Est-ce qu'il y a une obligation pour les entreprises de faire quelque chose après en matière d'accessibilité, une fois que le collaborateur est recruté, son premier jour, voilà, on a eu des exemples, il a peut-être besoin d'un joystick ou autre chose. Est-ce que c'est à lui de venir avec son matériel ou est-ce que l'employeur, l'entreprise a un rôle à jouer? Alors l'entreprise a tout à fait un rôle à jouer puisqu'elle va s'adresser notamment à un organisme tel que la GFIP pour pouvoir faire les demandes de poste, enfin, les aménagements nécessaires, c'est-à-dire que c'est à l'employeur de demander à la personne un peu quels sont les aménagements dont la personne a besoin. Et ce également, je pense, c'est à la personne de le formuler. Alors nous, c'est vrai qu'on insiste beaucoup pour que les personnes soient à l'aise dès le départ avec leur handicap, pour démontrer que le handicap, c'est pas véritablement quelque chose qui va les pénaliser dans leur travail, et que véritablement ils sont à l'aise avec ce handicap, qu'ils ont juste besoin d'aménagement, et qu'en ayant ces aménagements, cet accompagnement, ils pourront travailler comme les autres, voire mieux que les autres. D'accord. Donc je suis employeur, voilà, j'ai recruté un collaborateur en situation de handicap. J'ai travaillé avec lui, j'ai préparé son arrivée, je lui mets à disposition le matériel qu'il faut. Donc ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait. Est-ce que je m'arrête là? Alors c'est ce que je disais, c'est qu'ensuite le matériel ne fait pas tout, il faut également un accompagnement de la personne, alors selon aussi son degré de handicap, et puis en fonction de, très concrètement, par exemple, on a suivi une personne qui était déficiente visuelle, qui était sur un plateau en tant que téléconseiller. C'est vrai que son manager l'a beaucoup accompagné pour l'aider au départ à prendre rapidement conscience de comment fonctionne son logiciel, parce qu'effectivement la problématique par exemple de la déficience visuelle, c'est de voir les choses de manière globale, de manière séquentielle, et c'est vrai qu'effectivement avoir quelqu'un qui vous explique au départ un peu comment est fait l'écran, comment il est constitué, ça aide pour avoir une vision plus globale, et pour effectivement savoir comment chercher l'information plus rapidement et plus aisément. Et alors les managers dans cette tâche-là sont-ils eux-mêmes accompagnés Alors effectivement, nous on se donne pour objectif dans les personnes qu'on suit, de pouvoir éventuellement les accompagner s'il y a besoin. Effectivement, on fait de la sensibilisation auprès des managers s'ils en ressentent le besoin. Voilà. Je dirais également que, on y reviendra peut-être plus tard, mais qu'effectivement la notion d'accessibilité doit être vue comme l'accessibilité pour tous, et qu'effectivement il y a des raisons objectives qui conduisent les entreprises ou qui doivent conduire les entreprises
à rendre les choses accessibles. C'est au-delà même du fait qu'il faille être altruiste et qu'il faille penser aux personnes handicapées, il y a des raisons tout à fait objectives qui conduisent les entreprises à rendre cette accessibilité. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendra à cette problématique, mais Bon, on va peut-être avoir l'occasion d'y revenir peut-être avec le public. Michel Grappin, donc de Tremplin Entreprise, donc vous accompagnez de jeunes personnes, des étudiants. À quel moment ce thème de l'accessibilité est abordé? Est-ce qu'il est abordé avec vous en entretien déjà? Alors le thème de l'accessibilité est abordé dès le premier entretien, puisque justement le principe de Tremplin, c'est d'accueillir chaque jeune, puisque vous l'avez dit, c'est principalement des jeunes qui sont dans un parcours d'études, et d'évaluer avec eux leur situation actuelle. Situation en termes d'études, en termes professionnels, mais aussi en termes de vie quotidienne, de vie sociale. Et bien évidemment, à un moment donné, va apparaître le handicap, l'impact du handicap, qui peut être d'ailleurs modéré, dans la vie quotidienne, dans les études, dans le projet professionnel, et éventuellement les compensations qui sont mises en place. D'accord. Et alors, du coup, vous avez, dans votre rôle d'accompagnement, est-ce que vous communiquez ensuite à l'entreprise les besoins dont pourrait avoir besoin le jeune, l'étudiant? Comment ça se passe? Est-ce que c'est à l'étudiant d'en parler ensuite à l'entreprise? Quel conseil donner? Je ne sais pas. On a un double rôle. Ouais. Un double rôle, je dirais, éducatif. Un de ces rôles, c'est que le jeune en situation de handicap soit capable, face à un recruteur, mais aussi face à un responsable d'école, d'expliquer quels sont ses besoins, avec des données objectives, sans pour autant tomber dans la maladie, dans les symptômes. Ça, c'est sa vie privée. Et deuxième aspect éducatif, c'est aussi que l'entreprise sache poser les bonnes questions. Et donc ça, c'est l'accompagnement que nous faisons de nos entreprises à travers la connaissance de la situation d'un jeune. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est là aussi pas de parler de handicap à l'entreprise, mais bien de limites, parfois même ceux qui ne représentent pas de limites, parce qu'avec les clichés, les stéréotypes, dès que vous parlez de handicap, c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler, les gens s'imaginent tout un tas de choses. Donc l'idée, c'est de parler de limites et d'ergonomie, pour qu'eux puissent, en interne, prendre les dispositions nécessaires pour accueillir, avec un confort maximal, le jeune. Et la question se pose également pour les écoles, puisque là, on est à l'IGS, donc c'est aussi important. Je me pose justement la question en fait, est-ce que ces outils dont on parle, est-ce qu'ils sont accessibles financièrement? J'ai l'impression en fait, que ça a quand même en fait, un certain coût. Marc Labbaye en fait, nous disait que dans les entreprises, en fait, il y a un organisme qui s'appelle l'AGFIP qui peut aider à financer ces choses-là. Quand vous recevez en fait, un étudiant, est-ce que la question aussi se pose pour la partie formation à l'école? Est-ce qu'il peut avoir besoin d'un outil? Comment ça peut se passer? S'il a par exemple besoin d'un grand écran, donc en entreprise, ce sera possible par exemple pendant la période de stage, mais à l'école, comment ça se passe? Alors à l'école, ça dépend un peu de la structure juridique de l'école, évidemment, mais d'abord, la personne en tant que telle peut avoir des financements de l'AGFIP. Parce que l'AGFIP finance des adaptations au sein des entreprises, pour les entreprises, mais finance aussi des adaptations pour la personne elle-même. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, l'école, tout dépend si elle est directement liée à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur et de la recherche. Là, il y a des fonds possibles, je dis bien possibles. Si elle n'est pas éligible à l'exploitation de ces fonds, eh bien, il faut qu'elle trouve des fonds. Alors, certaines entreprises peuvent être sollicitées, ça vous le savez, et certaines abondent bien volontiers à l'équipement des jeunes dans leur parcours de formation. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et peut-être qu'on va, à un moment donné aussi, développer l'idée de Marc Labbaye citée tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors, je souhaitais savoir si vous pensez que les aménagements nécessaires à effectuer pour les entreprises peuvent être un frein pour l'accueil d'un
d'alternants en situation de handicap, et avez-vous, au sein de votre association, des exemples d'intégration réussie, notamment en termes d'accessibilité numérique? Alors, merci, mademoiselle Autant, pour cette question. Alors, le handicap peut évidemment représenter un frein à l'intégration, mais de même qu'il peut aussi représenter un frein à l'éducation. On a parlé d'accès au cours, à un cursus, c'est important. Alors, oui, il y a des belles réussites au sein des entreprises. Je pense entre autres, et c'est tout récent, à une entreprise qui est Capgemini Sogeti, qui a accueilli en son sein un alternant qui était très malvoyant. Cette entreprise, alors l'établissement était à Toulouse et le jeune suivait ses cours dans un établissement à La Défense. Je ne prends pas l'exemple le plus simple. C'est pas très accessible en transport. C'est pas très accessible. Donc cette entreprise a d'abord permis justement que le jeune puisse suivre ses cours dans l'établissement. Ils ont travaillé avec l'établissement pour expliquer l'accessibilité aux documents, ça c'est une chose, l'accessibilité aux différentes épreuves, c'est une autre chose, mais aussi l'accessibilité au bâtiment, parce que le jeune devait se déplacer et, pour faciliter les choses, c'était une personne très malvoyante qui ne voulait pas utiliser de canne blanche. Donc l'entreprise a mis en place un apprentissage à la locomotion pour que ces déplacements soient beaucoup plus faciles. L'entreprise a fait la même démarche à Toulouse. Comment accéder aux documents, comment accéder aux bâtiments, mais également comment respecter aussi les mesures de sécurité. Parce que quand vous êtes aussi bien dans un établissement qu'il soit scolaire ou professionnel, il y a des normes de sécurité. Il faut pouvoir, en cas d'alerte d'incendie ou etc., pouvoir évacuer aussi la personne handicapée. Donc ils ont travaillé tout cet aspect-là et ils ont même mis en place dans l'entreprise tout un circuit d'information pour que l'accueil, les fournisseurs, les livreurs préviennent de leur présence et évitent de mettre des palettes en plein milieu de chemin, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un travail en plus de sensibilisation pour que ce jeune en alternance puisse se déplacer librement sans être inquiété de trouver sur son chemin des obstacles qui pourraient être dangereux à sa santé. Alors juste pour compléter un petit peu ce que dit donc Monsieur Grappin, effectivement, alors je souscris tout à fait à ce qu'il dit. Hein. Il y a des entreprises qui sont effectivement tout à fait militantes, hein, j'ai envie de dire, on peut presque parler de militantisme dans ce domaine, et qui effectivement mettent tout en œuvre. L'une des problématiques aujourd'hui que l'on rencontre également, c'est la possibilité pour les personnes qui intègrent une entreprise, c'est de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Parce que là, par exemple, on suit une personne donc, qui était conseillère et qui est première sur son plateau, mais qui ne parvient pas à évoluer parce que le handicap renvoie, alors elle est déficiente visuelle, l'idée du handicap renvoie à la notion de fragilité, de vulnérabilité, et qui est un peu difficile à combattre, quoi. Et c'est effectivement, lorsque les choses marchent, bah, effectivement, on n'est pas toujours prêt effectivement à la faire évoluer, à faire voilà, parce qu'il y a toujours un petit peu ces stéréotypes dont on a un peu de mal encore à échapper. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Bonjour, cette question c'est pour Monsieur Labbaye. Donc, selon vous, quelles sont les premières actions à mettre en place dans une entreprise qui se voudrait handi-accueillante? Et pour quelles raisons, en fait, cette entreprise entreprendrait un tel aménagement numérique? Alors, je dirais effectivement qu'il y a des raisons, comme je disais tout à l'heure, objectives pour effectivement rendre accessible un site internet. Alors ça peut être de l'intranet aussi, hein, puisqu'effectivement aujourd'hui les entreprises fonctionnent par intranet, donc la problématique reste un peu la même. Alors il y a des raisons très simples. Tout d'abord, un site qui est structuré, qui est hiérarchisé, qui a des titres, c'est un site qui est compréhensible pour tout le monde, et donc du coup qui donne une meilleure qualité de service.
Donc qui dit meilleure qualité de service, dit meilleur retour et donc plus de clients potentiels pour l'entreprise. Une autre raison, c'est par exemple la possibilité d'accompagner, d'utiliser plutôt du texte que de l'image. Alors il y a deux raisons essentielles à ça. Par exemple, ça va être notamment que l'image, c'est lourd. Effectivement, c'est lourd, et notamment pour les personnes qui utilisent des mobiles. Alors pas forcément des iPhones, parce que je crois que les iPhones, ça a un très bon débit, mais on va dire les mobiles de base, pour qu'ils puissent aller sur des sites internet, il ne faut pas qu'il y ait trop d'images, parce que sinon on va mettre 10 minutes pour télécharger une page, et donc du coup on perd totalement en efficacité. Alors qu'effectivement, si on a du texte, effectivement, c'est moins lourd. C'est moins lourd aussi à entretenir. Un site internet qui a beaucoup de graphiques, beaucoup d'interactions, c'est beau, mais ça coûte, c'est très onéreux. Alors que si on fait que du texte, effectivement, la conséquence directe, c'est que ça coûte moins cher. Alors ça coûte moins cher pour celui qui va l'entretenir, et puis même l'entreprise pourra voir elle-même l'entretenir. Il y a également le fait d'utiliser que du texte, c'est qu'il faut bien comprendre que si on utilise des images, les images, Google il ne connaît pas. Donc il ne peut pas relever, en fait, identifier ces pages. Si on utilise des pages avec des images, c'est une perte de coût financier pour l'entreprise parce qu'elle ne sera pas indexée par Google. Et donc si ce n'est pas indexé par Google, c'est une part de marché qui est perdue pour l'entreprise. Donc je pense qu'il y a vraiment des notions très simples qu'il faut développer. Je pense que l'accessibilité uniquement pour les personnes handicapées, effectivement ça marche pour certaines entreprises. Il y a des gens heureusement sur Terre qui sont altruistes, mais l'humain est un peu égoïste. Je pense qu'il faut revenir sur des choses beaucoup plus basiques qui font qu'effectivement il y a des raisons objectives qui permettent de plus se baser sur pourquoi rendre accessible. Il y a d'ailleurs BrailleNet, dont on n'a pas parlé, qui existe depuis un moment maintenant, qui édicte toute une règle, des normes en fait un petit peu sur l'accessibilité, mais surtout qui explique de manière pédagogique pourquoi rendre son site accessible et qui développe un peu l'accessibilité universelle et pourquoi c'est bien et pourquoi c'est bien pour tous, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Marc Labille, merci Christian Grappin. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Merci.